Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différents types d'assistance circulatoire. Puisqu'il y a différentes façons d'assister rien que sur le circulatoire, puisqu'on peut aussi assister la ventilation, mais ça on va pas en parler très peu dans le topo. On va surtout parler de l'assistance circulatoire. Donc la première, celle qui a été développée pour la chirurgie cardiaque congénitale et acquise, c'est la CEC, la circulation extracorporelle, comme ça qu'on l'appelle. Elles ont toutes le même nom pour plein d'indications, mais dans le cadre de la chirurgie, on utilise la circulation extracorporelle. Cette circulation, merci. Cette circulation extracorporelle, elle nécessite un perfusionniste à plein temps qui sera derrière la machine et qui va réguler l'ensemble de ces pompes. Je sais pas si vous voyez ma souris, ouais. Donc plein de pompes différentes, plein d'aspirations, plein d'écrans. Donc c'est une machine très complexe, très délicate, qui nécessite une surveillance et beaucoup de temps et qui n'est pas applicable en réanimation et qui surtout n'est pas nécessaire en réanimation. Donc, ils ont adapté cette circulation extracorporelle, ou plutôt, pour dire vrai, ça a été fait dans l'autre sens. Il y a eu d'abord l'ECMO, puis la circulation extracorporelle pour la chirurgie. Mais globalement, si on veut comprendre l'ECMO, c'est une mini-circulation extracorporelle. Donc, c'est une machine avec un oxygénateur, une pompe, qui aspire le sang veineux et le réinjecte en artérielle, globalement, qui fait la taille d'un demi-mètre carré, qu'on peut mettre au lit du patient, qu'on peut débrancher avec une batterie autonome qui dure entre 30 minutes pour les vieilles ECMO à quelques heures, plusieurs heures pour les plus modernes. Et donc, on peut transporter ce patient, on peut aller chercher le patient en UMAC avec ce genre de machine et le ramener dans un centre capable de gérer les circulations extracorporelles. On peut assister le patient pendant plusieurs jours avec une expertise qui est modérée, mais en tout cas qui peut être maîtrisée par une infirmière puéricultrice en réanimation. Ensuite, vous avez les VAD, les Ventricular Assistance Device, soit le paracorporel, comme vous voyez ici, soit l'intrathoracique que vous voyez pas, du coup, sur la droite. L'assistance paracorporelle, c'est une assistance que vous verrez mieux sur la diapo d'après. Vous avez un ventricule qui est externe au thorax et qui va assurer le débit cardiaque à la place du cœur. L'assistance VAD intrathoracique, cette fois, vous avez la pompe qui est insérée dans le thorax et qui va assurer le débit cardiaque. Donc ça, rien qu'en termes de temporalité, on change beaucoup. On passe de quelques heures à plusieurs années, comme vous pourrez le voir sur la diapo suivante où j'avais tout résumé. Désolé. Donc, CEC, une cannulation qui est centrale, donc une assistance qui est centrale. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit central ? Tout simplement pour que le chirurgien puisse opérer, qu'il puisse pas avoir de retour de sang en intracardiaque. Donc, on aspire l'ensemble du sang veineux par la veine cave inférieure et la veine cave sup, au moyen de 2 canules qui sont laquées, donc où l'étanchéité est faite, donc vous n'avez pas de sang qui arrive dans l'oreillette droite. Tout est aspiré au sein de la machine. Ensuite, elle passe au travers d'un oxygénateur d'une pompe et elle est réinjectée au niveau de la horte. Ça, c'est la CEC. Donc centrale, biventriculaire puisqu'on aspire en amont du ventricule droit et on réinjecte en aval du ventricule gauche, une oxygénation et une courte durée, quelques heures seulement. L'ECMO, elle est périphérique puisqu'on va cannuler, alors chez les adultes au niveau fémoral, chez les enfants au niveau cervical, et donc on aspire en veineux, on réinjecte en artériel, mais cette fois-ci sur des vaisseaux qui sont périphériques au lieu d'être centraux. L'oxygénation, elle se fait au même moyen à l'aide d'un oxygénateur, et elle permet une assistance d'une durée de quelques jours à quelques semaines. Ensuite, les VAD, le VAD paracorporel, donc extrathoracique. Là, il faut vous imaginer la peau du patient à ce niveau-là et les canules qui sortent en dehors du thorax. Là, vous avez une assistance biventriculaire, donc un ventricule gauche qui sort de l'apex, qui est réinjecté dans la horte, un ventricule droit qui aspire au niveau de la veine cave inférieure, veine cave sup, et qui est réinjecté dans l'artère pulmonaire. Pas d'oxygénation, puisqu'on est vraiment juste sur des assistances ventriculaires qui fonctionnent quasiment exactement à la manière d'un ventricule. Je vous en parlerai un peu plus tard dans les diapos. Et
cette fois-ci, on peut le garder plusieurs mois, à la différence de l'ECMO. Plusieurs mois et pas quelques années, puisque le principal risque, il est infectieux, étant donné qu'on a vraiment la canule qui est au niveau de la peau. Le VAD intrathoracique, donc cette fois-ci, on est de nouveau en centrale. On aspire au niveau de l'apex, on réinjecte au niveau de l'aorte. On peut avoir une assistance mono ou biventriculaire. La marque la plus connue, c'est le HeartMate. Je pense que maintenant, il n'y a plus de Heartware d'ailleurs, ils ont dû fermer. On n'a pas d'oxygénation et cette fois-ci, on peut garder ce dispositif pendant plusieurs années. Le seul risque infectieux est au niveau de la driveline, donc ce petit câble qui va alimenter en électricité la pompe. Voilà. Un peu d'histoire. Donc l'assistance circulatoire mécanique, la première, en tout cas en pédiatrie, c'était sur la petite Esperanza, qui a été de nombreuses fois rapportée par le docteur Bartlett, qui a été le pionnier de l'assistance circulatoire. Lui avait posé une ECMO véno-artérielle pour une indication d'oxygénation et de choc cardiogénique. Et puis plus tard, en 2000, est apparu le Berliner, donc l'assistance cardiaque pédiatrique de longue durée avec l'assistance ventriculaire extrathoracique paracorporelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une assistance circulatoire? Tout simplement pour restaurer le débit cardiaque. Pourquoi on a besoin de restaurer un débit cardiaque? Pour pouvoir transporter de l'oxygène jusqu'aux organes. Donc on va jouer sur l'ensemble des paramètres qui nous permettent d'apporter de l'oxygène, de transporter l'oxygène jusqu'aux organes. Et donc, un des paramètres, le débit cardiaque. Quand le cœur n'assure plus ce débit cardiaque, on le remplace avec une machine. L'autre paramètre, l'oxygénation. Quand on n'arrive pas à oxygéner suffisamment son sang, à saturer suffisamment son hémoglobine, on rajoute un oxygénateur qui permet d'augmenter sa saturation. Et puis l'hémoglobine, donc ça, on sort vraiment du domaine de l'assistance, plus sur de la médecine simple. Voilà. Ensuite, quelques chiffres sur l'assistance circulatoire de courte durée. L'assistance circulatoire de courte durée en pédiatrie, quand on regarde les chiffres de l'ESSO 2019, on voit qu'on a déjà plus d'assistance circulatoire à visée pulmonaire que cardiaque, même si dans le cadre du néonatal, on a finalement plus de VA que de VV, puisqu'on peut quand même assister en pulmonaire avec une VA. Mais ça, on sort un petit peu du sujet du cours d'aujourd'hui. Et puis ensuite, des cardiopathies, des chocs cardiogéniques d'étiologie non connue ou non spécifiée, des cardiomyopathies essentiellement dilatées et quelques hypertrophiques. Et puis les congenital heart defects qui représentent quand même une bonne partie de ces ECMO. Je vous avais rajouté cette circulation. Donc, pour faire vraiment la différence entre CEC et ECMO, la CEC, donc je vous ai dit plusieurs pompes, plusieurs aspirations, un système ultra complexe qui permet au chirurgien de réellement opérer à l'intérieur du cœur, faire ses réparations en toute tranquillité, en assurant un débit cardiaque périphérique, en assurant une cardioprotection et en assurant un cœur complètement vide de tout sang, propre, dans lequel il peut opérer en y voyant parfaitement. L'ECMO, beaucoup plus simple, une pompe, un oxygénateur. L'oxygénateur, il fonctionne un peu comme une dialyse. C'est-à-dire que vous faites passer le sang au travers de microfibres et en regard de ces microfibres, vous avez un gaz, qu'on appelle gaz frais, qui va venir balayer ce sang et venir l'oxygéner comme une membrane alvéolo-capillaire finalement. Et c'est ce débit de gaz frais, en fonction du pourcentage d'oxygène que vous mettrez dedans, donc de fraction membranaire en oxygène que vous mettrez dans ce gaz frais qui balaye la membrane, vous augmenterez ou vous diminuerez le taux d'oxygène la saturation en oxygène de votre hémoglobine, ainsi que la décarboxylation de votre sang. La pompe, maintenant, elles sont toutes. Je pense que maintenant, il n'y a plus de pompes à Calais, elles sont toutes centrifuges. Donc là, la marque principale, celle qui a le lead, c'est Rotaflow.
Une pompe centrifuge, je vous ai mis un schéma un peu plus tard, mais c'est une pompe qui permet d'éviter les frictions. Elles sont en lévitation magnétique, elles tournent, donc ça confère un débit continu et pas pulsatile, ce qui fait la grande différence avec un débit cardiaque standard avec un cœur sain. Mais vous verrez plus tard que ça a peu d'impact. Voilà pour la partie un peu technique de l'ECMO. Les indications de l'ECMO en cardiopathie congénitale. Donc, les indications de l'ECMO en cardiopathie congénitale, elles sont essentiellement pré-opératoires ou post-opératoires ou post-cardiotomie. En préopératoire, on voit que le peu de séries qui ont été publiées sur ces ECMO préopératoires, elles montrent une mortalité qui n'est pas très très satisfaisante, 50% environ. Puis surtout, c'est extrêmement anecdotique. La plus grosse série, c'est Boston, 400 ECMO et uniquement 26 cas en préopératoire. On sait que de toute façon, ces cardiopathies congénitales, si elles sont défaillantes en préopératoire, c'est qu'en fait, il aurait fallu probablement les opérer un poil plus tôt ou régler médicalement les problèmes d'hyperdébit un peu avant. Dans leur série, ils avaient des transpos, des hypo-VG, des phallos en première ligne, et puis le RVPA total, qui est un peu la seule cardiopathie congénitale qui est peu diagnostiquée, et donc on va cannuler assez facilement en UMAC sur des diagnostics, tout simplement. Donc finalement, en préopératoire, peu d'indications, et si c'est le cas, c'est du sauvetage, une grosse mortalité, des résultats qui sont pas très très satisfaisants, mais qui peut quand même être fait. En post-cardiotomie. La post-cardiotomie, les indications, elles sont plus larges et puis les situations plus fréquentes. Donc, principalement, un échec de sevrage de la CEC, un low cardiac output syndrome, les ACR et les défaillances respiratoires. Donc, l'échec de CEC, finalement, c'est un mot qui regroupe tout le reste de l'ensemble, c'est-à-dire un low cardiac output syndrome ou bien une défaillance respiratoire qu'on n'arrive pas à améliorer avant sevrage de la CEC. Dans ce cas, ça représente 2,5% des chirurgies cardiaques néonatales, avec une mortalité qui, elle aussi, est proche de 45-50%. Les facteurs de risque, et le facteur de risque principal du besoin d'assistance en post-cardiotomie, c'est la présence de lésions résiduelles. Et ça, il faudra vraiment vous focaliser là-dessus. Je vous montrerai une autre diapo sur ces complications. Vous, en tant que cardio-congénitaliste, votre devoir à ce moment-là, quand il y aura un patient qui sortira d'une CEC sous ECMO, c'est de chercher la lésion résiduelle, comprendre pourquoi en fait ce patient en sortie de pompe, on n'arrive pas à lui restaurer un débit cardiaque suffisant avec un traitement médical standard. Et dans la majeure partie des cas, et on verra plus tard, les chiffres, c'est réellement des lésions résiduelles chirurgicales qu'il faut corriger et qu'il faut même corriger avant de sortir du bloc opératoire immédiatement sur le moment, si c'est possible. Les clampages longs, bien sûr, mais souvent, qui dit clampage long, dit plusieurs clampages parce que lésions résiduelles et parce que chirurgie compliquée. Les tout petits poids, qui sont plus sensibles à l'ischémie péropératoire. Et puis les anomalies coronaires, puisque pareil, les lésions résiduelles, on les voit pas forcément sur une suture coronaire, mais probablement qu'elles existent à minima et qu'elles sont la cause de l'ensemble. Puis la ventilation mécanique pré-op, ça signe tout simplement la gravité du patient en préopératoire. La chirurgie cardiaque et la circulation extracorporelle, ainsi que la cardioplégie. Un petit mot sur ce type d'assistance circulatoire. Donc l'assistance extracorporelle, elle est pro-inflammatoire, elle fabrique des radicaux libres. Il y a un autre facteur qui rend cette circulation extracorporelle mal tolérée, c'est la cardioplégie. La cardioplégie, c'est une solution essentiellement de potassium qui va hyperpolariser votre cellule et l'empêcher de contracter, l'empêcher d'avoir un métabolisme, en tout cas de le réduire au minimum pour assurer une cardioprotection pendant toute la durée de l'ischémie myocardique, puisqu'on va arrêter de perfuser les coronaires pendant le temps opératoire, reprendre une cardioplégie pour perfuser les coronaires avec cette solution de potassium, arrêter le métabolisme cellulaire, laisser le chirurgien opérer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait terminé son geste.
La transfusion et le remplissage, chez un tout petit, on va remplacer son volume sanguin par des culots et des PFC. Donc, vous allez vous retrouver avec une agression de votre endothélium par les produits sanguins que vous apportez, et donc une grosse inflammation, une grosse production de radicaux libres. Et puis, un facteur aussi à prendre en compte, c'est le bypass pulmonaire. Vous aspirez dans l'oreillette droite, vous réinjectez dans la aorte, et donc vous perdez du débit sanguin pulmonaire. Vous avez un arrêt circulatoire pulmonaire qui est assuré à minima par les artères bronchiques, donc qui vont continuer à alimenter normalement le poumon. Mais le fait de ne plus avoir de circulation pulmonaire va très probablement perturber votre hémodynamique pulmonaire en sortie de CEC. Et donc créer de l'HTAP en raccourci. Et puis la chirurgie, bien sûr. La chirurgie où le chirurgien va ouvrir le cœur, changer la configuration cardiaque, changer les pressions intracardiaques, et donc créer un peu plus de difficultés de pré ou de post-charge sur votre cœur. Le low cardiac input syndrome, un peu de physio pour vous expliquer pourquoi les cœurs ont du mal parfois à repartir en post-CEC. Vous avez plusieurs facteurs, l'hémolyse, l'ischémie, le ROS, donc les radicaux libres, et puis toute l'inflammation qui est créée par la CEC, comme je vous l'ai dit. En plus de ça, vous partez d'une cardiopathie congénitale qui est peut-être cyanogène, qui a une rhéologie avec parfois des hémoglobinémies à 20, 25, des saturations aux alentours de 80, 75, voire moins. Et vous vous retrouvez avec brutalement une hémoglobine qui chute aux alentours de 12. Alors, on essaie de la maintenir parfois plus haute quand on sait que le patient part de 25. Mais une hémoglobine qui va chuter pour des chiffres plus normaux. Un taux d'oxygène qui va remonter avec des PaO2 qui vont atteindre 20 kPa, qui vont tripler, voire plus. Et donc, tout ce changement dans le métabolisme cellulaire va créer de l'inflammation, va créer des radicaux libres et va complètement perturber le fonctionnement de votre cardiomyocyte et donc sa contractilité, son potentiel de contraction. Les sarcoèmes dans le cœur néolatal, j'ai 2-3 diapos plus loin, je vous montrerai. La structure en fait du cardiomyocyte est complètement perturbée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours dessus, mais ils ont une structure qui n'est pas du tout optimale pour assurer un bon métabolisme calcique, recapturer le calcium, avoir une bonne diastole, être capable de le remobiliser pour une systole. Donc finalement, on se retrouve avec un syndrome de bas débit cardiaque post-opératoire. Les facteurs favorisants, l'anomalie, en fait, on tombe toujours sur le même truc. La lésion résiduelle à vraiment retenir, les anomalies coronaires, l'hypo-VG, bien sûr, parce que chirurgie longue en hypothermie, et avec une grosse déférence préopératoire, en tout cas, de l'hyperdébit. Les mécanismes, cardiogéniques, vasoplégiques et un peu d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, cardiogénique, on a la dysfonction des cardiomyocytes, vasoplégie, on a l'inflammation post-CEC, et l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est liée à l'inflammation, qui est liée à l'hypovascularisation pulmonaire par CEC, et parfois les troubles ventilatoires qui sont associés. On retrouve deux types de low cardiac input syndrome. Donc, on peut catégoriser plutôt en deux catégories. D'une part, le stunning et d'autre part, l'hibernation. Le stunning, c'est tout ce qu'on catégorise en réversible en quelques heures, globalement. C'est le myocarde qui, après une brève ischémie, donc soit un petit défaut de cardioprotection, soit de l'ischémie vraie au redépart de la CEC. Et donc, votre myocarde est en déficit énergétique, est en déficit d'O2, en déficit d'ATP. En plus de ça, du fait de la cardioplégie, va avoir un défaut de métabolisme calcique. Donc, les vasculaires ne vont pas être capables de réabsorber tout le calcium et ne va pas être capable de le remobiliser au moment de la contraction. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un electromechanical uncoupling. Donc, finalement, une stimulation électrique qui ne sera pas suivie d'une réelle contraction, puisque la cellule elle est incapable de mobiliser son calcium et de faire contracter ses sarcomères.
Cet effet stunning, qui est sur une ischémie brève, en fait, il est réversible en quelques heures. C'est exactement ce qu'on voit sur les infarcts pris en charge suffisamment tôt, qui sont revascularisés très rapidement. Le cœur récupère et quasiment sans séquelles. L'hibernation, ça, c'est les conséquences d'un cœur malade pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, soit par hypodémie systémique, hyperdébit pulmonaire, par anomalie coronaire, par désaturation, hypoxémie profonde qui a duré plusieurs semaines. Vous avez des cellules qui ont fonctionné avec un apport d'oxygène bas, qui se sont faites à ce métabolisme qui vont brutalement avoir beaucoup trop d'oxygène, beaucoup trop d'inflammation et pas réussir à métaboliser leur calcium correctement. Et cette dysfonction, elle va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Elle va être progressive, elle va se récupérer sur quelques jours. Et c'est chez ces patients, parfois, on va avoir besoin d'une assistance circulatoire pour passer ce cap des quelques heures. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, tant que vous restez sur ces deux schémas de dysfonction cardiaque post-opératoire, vous pouvez vous dire qu'en posant une ECMO et qu'en remplaçant le débit circulatoire par une machine, vous le récupérez en attendant un tout petit peu, en mettant un peu de médicaments, en stabilisant tous les effets métaboliques. Vous aurez probablement une récupération de votre fonction, à la différence de la lésion résiduelle qui, elle, va rester. Donc, c'est vraiment sur ça que je vais pas arrêter de vous marteler ce message, mais c'est rechercher la lésion résiduelle quand vous êtes face à une dysfonction cardiaque qui nécessiterait une assistance en post-opératoire. Un petit mot sur le myocarde néonatal. Là, vous avez une coupe qui date d'il y a longtemps maintenant, 1987, mais qui illustre très bien le myocarde néonatal, à gauche de l'adulte, à droite du néonate. Et vous voyez que les sarcomères sont pas du tout organisés de la même façon, et surtout, les mitochondries, là, les gros points noirs que vous voyez ici, sont complètement dispersés et pas du tout alignés en regard des tétubules. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de P1 ou si ça a été abordé dans ce DU. Mais les mitochondries ne sont pas du tout en face des microtubules et ne sont pas du tout à même d'apporter l'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on se retrouve avec plus d'assistance circulatoire en post-chirurgie et plus de défaillance myocardique en post-chirurgicale aussi. La prise en charge médicale, avant de parler de l'ECMO, d'abord on optimise nos résistances vasculaires pulmonaires systémiques. On essaye en fait de mettre notre patient normo-tout, normo-pH, normo-CO2. On rajoute un peu de vasodilatateurs pulmonaires, des inotropes en privilégiant parfois le lévostimandant qui permet a priori un meilleur fonctionnement de nos cellules puisqu'il va sensibiliser au calcium au lieu de demander à faire sortir plus de calcium au sein de la cellule. On optimise notre volémie. En chirurgie cardiaque congénitale, on a des chirurgiens qui mettent des pressions OG, donc c'est parfait pour pouvoir les suivre. Parfois, on accepte de sortir sternum ouvert pour se laisser un peu plus de place au sein de la cage thoracique, éviter les pressions intrathoraciques, éviter j'ai perdu le terme, les contraintes au niveau cardiaque, au niveau des nouvelles sutures, au niveau des coronaires ou bien même des vaisseaux, et finalement traquer la lésion résiduelle puisque c'est 100% de mortalité sous ECMO. C'est peut-être à ce moment-là qu'on vous appellera pour faire une ETO, une ETT, passer au KT pour essayer de comprendre d'où vient le problème, pourquoi notre patient ne circule pas alors qu'il a été réparé. La lésion résiduelle, toute une diapo dessus. Donc en 95 déjà, dans Annals Thoracic Surgery, il décrivait 100% de mortalité en post-opératoire si vous aviez, sous ECMO, si vous aviez une lésion résiduelle. Une étude plus récente, en 2014,
Elle montre que plus la lésion résiduelle est découverte tard, plus la mortalité va augmenter. Plus la durée de séjour va augmenter, plus les complications vont augmenter. Donc, si vous diagnostiquez, si la lésion résiduelle est découverte au-delà de 3 jours après ECMO, la mortalité est significativement plus élevée chez ces patients. Donc, il faut vraiment la traquer. C'est pas normal de sortir de CEC avec une ECMO. Alors, quelle assistance quand on est face à une CEC qu'on n'arrive pas à poser, déjà on se pose la question de est-ce que c'est du circulatoire, est-ce que c'est du pulmonaire, est-ce qu'il est en HTAP parce que il a une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires du fait de l'inflammation du ROS, etc. Ou bien est-ce que j'arrive pas à le ventiler, il y a les poumons qui sont atélectasiés, on partait avec une pneumopathie qui a été sous-diagnostiquée. Et donc, il suffit juste que je reventile un peu mon poumon pour avoir une réduction de cet HTAP. Est-ce que c'est une cardiopathie qui persiste? Est-ce que c'est une lésion résiduelle? Quel est le type de cardiopathie? Est-ce que la cure est complète? Est-ce qu'on est sur un fond de temps? Est-ce que la réparation est partielle? Comment on va pouvoir cannuler? Comment va circuler cet ECMO, sachant qu'il y a toujours un Blaloc, un shunt intracardiaque, un shunt artériel? Donc ça, c'est les considérations qu'il va falloir avoir avant de poser cette assistance. Et cette décision, elle va pas se faire juste par un chirurgien ou juste par un anesthésiste, ça va être une petite collaboration entre les deux. Pourquoi on se pose cette question? Comme je vous l'ai dit, on peut avoir une insuffisance circulatoire réfractaire. Bon, sur du low cardiac input syndrome, il n'y a pas trop de loup. En revanche, si on a une HTAP, est-ce que c'est une HTAP vraiment purement vasculaire ou est-ce que c'est des conséquences de troubles ventilatoires? Puisque si c'est les conséquences de troubles ventilatoires, si ça se trouve, en mettant juste une ECMO VV, on va rétablir nos échanges gazeux et on va pouvoir retrouver des résistances vasculaires basses, faire baisser nos résistances vasculaires pulmonaires et donc retrouver une bonne circulation, alors qu'on n'a pas aidé de façon mécanique la circulation. À l'inverse, si on a des troubles ventilatoires parce qu'on a un œdème pulmonaire majeur, une désaturation, cet œdème pulmonaire, s'il est lié à une dysfonction cardiaque, finalement, avec une assistance circulatoire, vous allez peut-être pouvoir améliorer votre débit circulatoire, votre décharge cardiaque et donc votre œdème pulmonaire et votre ventilation. Donc finalement, c'est pas juste désaturation ECMO VV, pression basse ECMO VA. Il y a un peu plus de réflexion derrière sur le mécanisme. Première configuration dans le cadre de la cardiopathie congénitale, l'LCAPA. Donc l'LCAPA, il y a un effet d'hibernation puisque vous aviez une anomalie coronaire, une hypovascularisation coronaire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plus un effet stunning, puisque il y a l'ischémie liée à la cardioplégie, à la CEC. Donc, on fait un maximum de protection myocardique péropératoire avec une cardioplégie suffisante. Ça, c'est ce que tous les chirurgiens font, il n'y a pas de mystère. Et parfois, on sera amené à faire une CEC d'assistance. La CEC d'assistance, c'est simplement qu'on va se laisser un peu plus de temps sous CEC à la fin, comme si on était sous ECMO, mais on reste au bloc opératoire, le temps de passer le stunning ou le début d'hibernation, que le cœur ait une suffisamment bonne fonction pour pouvoir sortir sans assistance circulatoire mécanique. Grosse diapo pour pas beaucoup d'infos. Les critères, ça c'est plus adressé aux anesthésistes en DU de réacardio congénitale. Mais en gros, les critères ils vont se faire sur la fonction LETO, l'ENIRS, la SAT, la SVO2, la POG, l'ensemble des moyens pour monitorer votre cœur qui va vous décider de l'ensemble. Vous voyez, dans cette série qui date de pas si longtemps que ça, mais je sais plus la date, je suis désolée, on voit que la durée médiane de ces ECMO post-LCAPA, c'est 43 heures, donc c'est vraiment juste le temps de passer l'hibernation, mais c'est pas de la défaillance cardiaque vraie. Si c'est le cas, elle aurait dû être détectée avant, et peut-être qu'on a une séquelle myocardique irréversible. Mais ça, c'est à voir avec le dossier pré-op, quoi, et l'indication vraiment de cette chirurgie. La cannulation de l'LCAPA, dans l'idéal, elle est plutôt centrale. Pourquoi? Parce que on n'a a priori pas besoin d'oxygénation. On veut garder une circulation transpulmonaire.
On aura le thorax ouvert par les chirurgiens, donc on peut directement mettre nos canules en centrale et attendre les 43 heures post-chirurgie que ça récupère avant de les enlever. Donc cette cannulation centrale, elle se fait entre l'oreillette gauche et l'aorte. Pourquoi? Parce qu'on veut juste bypasser le ventricule gauche le temps qu'il se remette et qu'il puisse être de nouveau suffisamment fonctionnel. Donc on bypasse en centrale. On n'a pas besoin d'oxygénateur. C'est une assistance qui est simple et qui de toute façon ne durera pas très longtemps. La transposition des gros vaisseaux. La transposition des gros vaisseaux, qu'est-ce qui fait qu'elle aura besoin d'une assistance en post-opératoire? Surtout l'anomalie coronaire, puisque si vous vous retrouvez avec une anomalie coronaire, vous allez avoir des sutures coronaires, vous allez avoir une cardioplégie qui sera peut-être un peu non optimisée en péropératoire, et puis surtout des contraintes liées à la fermeture du thorax ou bien juste la remise en charge de votre cœur qui va faire que votre circulation coronaire elle sera un peu altérée. Donc vous allez avoir un effet stunning et un effet un peu d'hibernation, puisque le sang désaturé qui aura perfusé ces coronaires pendant quelques jours peut suffire à créer une dysfonction pas top. Si ça est associé à d'autres lésions, genre type CIV ou coartation, le risque de finir sous ECMO est lui aussi plus important. Donc pareil, on fait toujours la même chose. On évalue les NIRS, le TO, mais là, chez la transpo des gros vaisseaux, la POG d'autant plus. Et puis, on peut être amené à cannuler en centrale avec un sternum ouvert. Pareil, soit on fait une décharge gauche unique, c'est un peu plus rare sur les transpos, soit on fait une ECMO centrale globale, on draine dans les veines cava ou dans l'oreillette droite et on réinjecte dans l'aorte. Le retour veineux pulmonaire total anormal, anormal total, pardon. Donc, l'indication la plus franche à une ECMO post-op, c'est le blocage de votre RVPA total. Il se bloque, il crée de l'HTAP post-capillaire, de l'œdème pulmonaire, et donc vous vous retrouvez à plus ventiler votre patient et à avoir un patient qui circule mal. Parfois, on se retrouve à devoir poser une ECMO en urgence sans avoir le diagnostic. Et puis, on fait le diagnostic après au scan ou autre, puisque ces patients sont souvent sous-diagnostiqués à la maternité avec un blocage qui se fait à J10. Donc là, souvent, généralement, on n'a pas le choix. Soit on arrive suffisamment tôt, on a juste des troubles ventilatoires, on est amené à poser une VV, mais on sait qu'en fait, on va avoir de l'HTAP post-capillaire, on va avoir un blocage, on va avoir un hypodébit systémique. Donc, l'ECMO la plus juste, en tout cas, à poser en préopératoire sera une ECMO VA. En post-opératoire, classiquement, on n'a plus d'HTAP parce qu'on a levé notre obstacle et on a restitué notre débit circulatoire systémique. On n'a plus de raison d'avoir besoin de l'aspect artériel, de l'aspect circulatoire de l'ECMO. On peut se contenter d'une ECMO véno-veineuse et juste d'apporter l'oxygénation nécessaire le temps que les poumons se remettent de leur œdème préopératoire. Hypo-VG, donc hypo-VG Norwood. Si on se retrouve à cannuler un hypo-VG avant de l'avoir pallié en Norwood, on l'ampute pas mal de chances. Donc, la meilleure stratégie, c'est de l'opérer au plus vite et d'éviter d'avoir à l'assister avant. Pas beaucoup de littérature sur l'ECMO du Norwood. Pourquoi? Parce que la mortalité de ces patients est très élevée. Les Norwood sont rares, fort heureusement, et les assistés est encore plus rare. L'assistance, elle peut se faire en centrale, tout simplement en mettant dans le damus la canule artérielle qui va revasculariser au travers soit du sano, soit du Blaloc, les artères pulmonaires et restaurer une circulation. Finalement, sur le plan technique, pas si compliqué à poser, pas compliqué à poser, en revanche un peu plus compliqué à gérer sur le plan réanimatoire en post-op.
70% de mortalité. Donc clairement, si notre Norwood a besoin d'une ECMO en post-op, c'est pas très bon signe. Et on se pose souvent la question même de leur poser l'assistance tout court. La dérivation cavo-pulmonaire totale, donc le fond-temps. Le fond-temps, une circulation qui change complètement de la physio. On perd le ventricule droit, on perd la pulsatilité et la systole dans la circulation pulmonaire. Mais en assistance, finalement, temporaire, sous ECMO, on peut faire de la VV ou de la VA sans trop de difficultés. On cannule en jugulaire ou en fémoral, on se retrouve dans le territoire veineux et on réinjecte dans la aorte sans que ça pose tant de soucis. Donc une physiologie très particulière, mais une cannulation et un fonctionnement d'ECMO qui est assez standard. Je vous parlerai plus tard d'une nouvelle technique d'assistance circulatoire chez les fontants. Donc, pour cette partie vraiment ECMO post-cardiotomie, les messages à garder, c'est la lésion résiduelle, 100% de mortalité sous ECMO si vous avez une lésion résiduelle. 100%, il est un peu exagéré, la série a été vieille, maintenant je pense qu'on est meilleur. Mais dans tous les cas, sortir avec une lésion résiduelle sous ECMO, c'est qu'il faut repartir au bloc, ou en tout cas qu'il y a un problème chirurgical. La protection myocardique, le monitoring qui doit être rigoureux, et puis anticiper toutes les complications, bien comprendre la physiologie de son patient, son montage chirurgical, pour pouvoir l'assister correctement et trouver la bonne technique d'assistance. Maintenant, on va parler des assistances longue durée. Je vais me concentrer sur le Berlinert, donc l'assistance paracorporelle ventriculaire sans oxygénation de longue durée, donc qui peut durer plusieurs semaines. Pourquoi je me concentre sur le Berlinert ? Tout simplement parce que c'est la seule assistance de longue durée qu'on a chez l'enfant. On n'a pas d'assistance intrathoracique chez le moins de 15 ans. Il faut avoir une grosse cage thoracique, avoir la place de pouvoir loger tous ces dispositifs. Donc ça n'a jamais été décrit avant 15 ans. Ici, le Berlinert, il fonctionne vraiment comme un ventricule. C'est-à-dire que vous avez une voie d'admission et une voie d'éjection avec des valves univentriculaires de chaque côté. Et le ventricule, il se remplit et il se vide. Donc, il y a une systole et une diastole, de la même manière qu'un ventricule cardiaque humain. Mais cette fois-ci, la systole et la diastole vont être créées par une dépression et une surpression d'une poche d'air qui est à ce niveau-là. Donc, dans ce ventricule, en fait, vous avez une partie aérique et une partie sanguine. Le sang va arriver dans la cavité lorsque vous aurez une dépression aérique et va repartir dans l'organisme quand vous aurez une surpression aérique. OK ? Il y a une petite vidéo après pour que vous compreniez. Hop. Donc là, c'est au ralenti et vous voyez la membrane se déployer. Donc, quand elle est aspirée vers nous, c'est que le ventricule est en diastole, il se remplit de sang, et quand elle est repoussée, le ventricule éjecte vers l'aorte. Donc, c'est une assistance qui permet de restaurer un débit pulsatile, qui est univentriculaire par ventricule. Si vous mettez 2 ventricules, vous avez une assistance biventriculaire. Vous aspirez au niveau de l'apex du ventricule et vous réinjectez dans l'aorte. Ça, c'est pour le ventricule gauche. Pour le ventricule droit, on aspire au niveau de l'oreillette et on réinjecte dans l'artère pulmonaire. Quand vous monitorez les Berliners, vous vous retrouvez avec ce genre de courbe, une systole, une diastole, en débit carré. Et vous monitorez votre débit avec un débitmètre que vous posez au niveau des canules. L'assistance longue durée, donc elle est mono ou biventriculaire. Et pourquoi est-ce qu'on préfère poser des monoventriculaires ? Bon, déjà, parce que ça veut dire que le patient est moins malade, que l'autre ventricule fonctionne bien, mais aussi puisque quand on doit gérer 2 ventricules artificiels en même temps, réussir à les synchroniser correctement, à faire en sorte qu'ils fonctionnent de façon harmonieuse, d'équilibrer le débit pulmonaire et le débit systémique, sachant que théoriquement, il n'y a pas de shunt, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la mortalité est augmentée. On se retrouve avec 2 dispositifs médicaux, donc plus de complications, notamment neurologiques, et c'est ce qu'on va voir juste après. Les complications neurologiques qui sont la plus grosse partie des complications dans les assistances. Donc là, j'ai parlé des assistances longue durée, mais c'est le cas aussi des assistances courte durée type ECMO,
Pourquoi? Tout simplement, on réinjecte du sang dans l'aorte au travers d'un dispositif, du matériel bien sûr biocompatible, mais la création de caillots, de micro-caillots, de micro-thrombes inévitables qui vont directement partir dans les carotides et créer des AVC. Donc, une majorité de troubles emboliques et une grosse partie de troubles hémorragiques. Pourquoi? Pour contrecarrer ces troubles emboliques, on met de l'héparine, on met des traitements anti-agrégants plaquettaires, on finit par mettre parfois des AVK, et tous ces traitements anticoagulants ils finissent par faire saigner, malheureusement. Quand on compare... c'est quoi? Oui. Quand on compare les ECMO versus les LVAD et qu'on regarde à quel moment arrivent les dysfonctions neurologiques, en fait, sur l'ECMO, dans le premier mois, voire dans les premiers jours, on a une grosse morbidité neurologique. Pourquoi? Probablement parce qu'on perturbe la vasoréactivité cérébrale, on perturbe complètement l'autorégulation cérébrale du fait du débit continu, du fait de la restauration d'un débit, et qu'on prend les patients qui sont en choc cardiogénique, en choc circulatoire, dans lequel on remet de la pression systémique de façon pas toujours parfaitement contrôlée, en tout cas pas forcément très bien régulée au niveau cérébral. Ça crée des lésions, des microblites, des lésions hémorragiques, associées aux lésions emboliques initiales par défaut d'anticoagulation, vous vous retrouvez avec une morbidité neurologique majeure sur le premier mois. Et ensuite, ça se stabilise, parce que de toute façon, les patients sont décanulés. Donc, des patients qui sont à 10 mois d'ECMO, on n'en a quasiment plus. Donc, l'évolution évolue plus. Tandis que sur les VAD, donc les assistances longue durée, la morbidité neurologique, elle arrive finalement à 6 mois. Pourquoi? Parce que le patient, il change. On se retrouve sur des situations à 6 mois un peu plus inflammatoires. Il va infecter ses canules, il va infecter ses cathés. On va avoir des perturbations de l'efficacité de l'anticoagulation. On ne peut pas tout à fait maîtriser, on va augmenter d'un coup, diminuer, et paf, apparition de micro-emboles ou bien de déséquilibre de l'hémostase, hémorragie, morbidité neurologique. Finalement, on se restabilise parce qu'on est plus prudent, on arrête de mettre les AVK, on passe à la LHNF IVSE, et puis la morbidité, elle se stabilise. Ici, c'était pour vous parler plus des complications neurologiques à long terme. Ça, c'est un truc tout récent d'avril 2024. Une méta-analyse, pas hyper informative, mais pour laquelle il faut qu'on soit de plus en plus sensibilisé. Maintenant, on sait ce qui fait mourir nos patients de façon aiguë. On essaye de travailler au mieux pour la réduire. Probablement que désormais, il va falloir se concentrer sur la morbidité à long terme. On sait que nos patients, de toute façon, de cardiopathie congénitale, je pense que vous avez eu le cours avec... mince, j'ai perdu son prénom. Mais une fille géniale, Calderon, Johanna Calderon, qui travaille sur le neurodéveloppement. Donc, il a dû vous dire qu'en fait, nos patients, plus tard, ils ne seront pas complètement idiots, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un QI complètement sous-développé. En revanche, ils ont plein de dysfonctions cognitives, exécutives. C'est des patients qui n'arrivent pas à se concentrer, qui feront pas grand-chose, qui seront très entravés dans leur quotidien du fait de ça, et qui sont complètement sous-diagnostiqués, parce que c'est pas vraiment un handicap vrai, mais clairement, ils ne sont pas adaptés à la vie de tous les jours, à la vie professionnelle. Donc, on sait que ça existe en cardiopathie congénitale. On sait qu'on utilise des CEC pour toutes les cardiopathies congénitales quasiment. Probablement qu'il y a un lien très fort entre notre machine qui fout des emboles dans le cerveau et la morbidité à long terme de ces patients. Donc, clairement, faut qu'on travaille dessus. Et enfin, la dernière petite assistance qui a été créée par Berliner. Je vous parle de Berliner, pas parce que j'ai conflit d'intérêt, c'est que c'est la seule société qui assiste, qui crée ces devices, ces assistances longue durée. Et donc, ils ont créé une canule qui permet d'assister les frontons. Donc, il y a un profil tout particulier et qui va se connecter tout simplement au tube du fond en veine cave tube, veine cave info, qui va aspirer, qui va se mettre dans ce ventricule extrathoracique et réinjecter dans l'artère pulmonaire.
Et grâce à ce ventricule, on va restaurer un débit pulsatile, on va restaurer un débit tout court. On va arrêter la régurgitation et donc la congestion veineuse des pontants. Et donc sur ces failing pontants, alors pour l'instant, c'est que je crois qu'ils sont passés à 7 patients maintenant. C'est que 7 patients. Mais sur les 7 patients, on a eu de très bons résultats. On a permis de les réhabiliter avant de pouvoir les transplanter, avec une réduction quasi complète de leur syndrome de failing pontant. Voilà. En 1 heure, c'est un peu court de vous faire un truc plus développé. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions.